Salut bande de trous du cul. Ici Monsieur Venin pour la seconde partie de l'Instant Venin sur Game of Thrones. Je vais partir du postulat que vous avez déjà maté la partie 1, et si ce n'est pas le cas, mettez-vous à jour et allez le faire pendant que je vous laisse 3 secondes. Allez, maintenant. Accepte de ne pas tuer la princesse, elle est libérée, puis elle la tue quand même. Voilà, c'est bon, vous l'avez vu? Parfait, nous sommes donc à jour. La dernière fois, on a parlé du fait que Benioff et Weiss écrivaient leur histoire en changeant les rôles des personnages pour mettre en avant leurs acteurs. Ça se traduit par un nombre de storylines tronquées et ou modifiées, et aussi par un pic d'augmentation des scènes non verbales, principalement au début de la saison 5. Aujourd'hui, on va voir que cette façon stupide d'écrire la série n'est pas la seule chose qui vient en niquer la qualité, mais cette fois on va se focaliser sur les saisons 6 et 7. Vous êtes avec moi? Bien. Alors allons-y, on a du pain sur la planche. Partie 2! Franchise fatigue et simplification du jeu politique. D'abord, définissons les termes du sujet. La franchise fatigue, c'est quoi? C'est ce sentiment de lassitude que vous ressentez maintenant fortement dans le monde du jeu vidéo chaque fois qu'il sort un nouveau Call of Duty ou un Assassin's Creed, ou au cinéma à chaque nouveau Fast and Furious ou Transformers. Ou encore le phénomène qui risque fortement de frapper Star Wars maintenant qu'on prévoit un film par année jusqu'à 2019, et qui vole comme une épée de Damoclès au-dessus du genre des films super-héroïques. Mais attends, je vous entends dire. Personne n'est fatigué de Game of Thrones. À part ceux qui justement ont abandonné la saison 5 parce qu'elle était pourrie. Les fans ne font qu'en demander plus chaque année. Oui, j'y reviens. Vous voyez, J.R.R. Martin, son truc, c'est de raconter des histoires. Le truc drôle, c'est que c'est même pas forcément des histoires qui l'intéressent, hein, juste des histoires. Ce qui fait qu'au bout de presque 2 décennies de bouquins et 5 tomes, on se retrouve avec une multitude de personnages développés, des liens complexes, un monde multidimensionnel, bref, une immense toile où se retrouve un nombre incalculable d'histoires avec un petit H. Alors bien évidemment, on savait qu'on ne pourrait pas tout caler dans une série télé, rien à dire là-dessus. D'ailleurs, Benioff et Weiss étaient en fait plutôt doués en tant que simples monteurs, des éditeurs du travail de Martin à un nouveau média, coupant les bords et les infos non importantes. Manque de peau, on sait à quel point ils sont nuls quand il faut en fait commencer à écrire des trucs. Et alors là, à la fin de la saison 5, on arrivait à court de livres à adapter. Et Martin n'a fait que donner des petits points de l'intrigue aux deux showrunners, parce qu'il avait bien envie de voir ce qu'ils allaient faire avec, et de contempler leur vision de son monde. Sauf qu'on est au courant maintenant. Les Double D n'ont absolument aucune vision du monde de Martin. Ma théorie est qu'ils ont accepté de faire tourner la série au départ, non pas parce qu'ils appréciaient le monde ou l'histoire, mais à cause du challenge que représentait à l'époque le fait d'adapter un gigantesque univers de fantasy médiévale à l'écran. D'ailleurs, à l'époque, personne, même pas eux, ne pensait que la série allait marcher. En soi, je ne peux pas être contre cette motivation. Les mecs étaient simplement excités par le côté de la production, plutôt que par le storytelling en lui-même. Cependant, ça explique ce qui se passe en ce moment, la volonté d'arrêter la série au bout de 8 saisons. Si Benioff et Weiss étaient vraiment passionnés, je doute fortement qu'ils auraient décidé d'arrêter la série au bout de 8 saisons, surtout considérant que les derniers bouquins sont beaucoup plus gros que les premiers, et qu'il devient de plus en plus complexe de forcer toute l'intrigue d'un livre en une seule saison, et encore moins quand on limite le nombre d'épisodes bande de trous du cul. Et ça, chers amis, c'est parce que c'est pas vous qui êtes fatigués de Game of Thrones, c'est Benioff et Weiss. Les deux showrunners sont sur GOT depuis presque 10 ans maintenant. Le cast qu'il y a depuis la saison 1 ont mis 8 ans de leur vie dans le projet, et certains rêvent d'air frais. Les WD préparent déjà de nouvelles idées pour HBO, et les acteurs, comme Kit Harington par exemple, sont heureux de voir pointer le bout de l'aventure. Le truc, c'est que ça se ressent. On peut imaginer tout ce qui va mal dans les saisons 6 et 7 comme découlant de cette franchise fatigue. Je m'explique. Benioff et Weiss en ont clairement marre de GOT. Ils n'en ont rien à péter d'où va l'histoire, ni de comment les personnages sont impliqués. Ce qu'ils veulent, c'est faire des trucs cool, créer de la hype pour finir en beauté, sur de la pure fantasy, de la fanfiction héroïque, bref, ce que Game of Thrones nous a longtemps habitués à ne pas attendre. Conséquence, il décide de mettre une limite arbitraire du nombre de saisons, alors qu'en suivant le même ratio d'épisodes par nombre de pages, on pourrait largement en faire 10 à 11 de bonne qualité scénaristique. D'ailleurs, même HBO pleure à leur décision, ils perdent leur poule d'or les mecs. Conséquence, faut accélérer le rythme de l'histoire. À partir de la fin de la saison 5, on a seulement 23 épisodes pour amener Jon Snow à la vie, tuer Ramsay, ramener Bran à Winterfell, faire quelque chose avec Arya, sûrement. Mais ferme ta gueule, putain. Expliquer l'origine story de Jon, faire se rencontrer Jon et Dany, les faire s'allier, rendre la menace des marcheurs blancs imminente alors qu'ils avaient été pendant 6 saisons en arrière-plan des intrigues politiques, gérer la situation dans King's Landing qui est un bordel monstre de relations de pouvoir intriquées, et surtout faire bouger une myriade de personnages pour les avancer vers la fin de l'histoire, et enfin... Oh. Mais Benioff et Weiss ont une idée magique. Ils vont bâcler la série. Mais oui. Et d'ailleurs, on va commencer par limiter le nombre de personnages, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop, voyons, personne n'arrive à suivre. Alors, vous êtes avec moi?
Bon, on y est. Partons dans l'ordre chronologique, s'il vous plaît, on a 2 saisons à passer au crible, et tout comme D&D, on n'a pas le temps, putain. Commençons par les Baratheons, parce que j'en ai déjà parlé. Déjà que l'innocente Myrcella s'est fait buter sans aucune raison par Ellaria Sand, en l'espace de quelques épisodes, toute la branche du côté Stannis se fait éliminer. Shireen brûle, la mère se suicide, et Stannis meurt exécuté par Brienne. Ok, cool. Bon il nous reste plus que Tommy, il est mort. Même si on connaît déjà les circonstances de la mort de Stannis, le beau regard énervé de son acteur, les morts de Myrcella et Tommen sont là uniquement pour permettre à Cersei d'accéder au trône. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de l'archétype de la reine de glace qu'ils voulaient faire de Cersei? Bah pour ça, ils avaient besoin de tuer ses gosses. Oui, je sais, la prophétie de l'autre taré l'a dit que tous ses enfants vont mourir, certes, mais ça ne justifie pas pour moi la mort gratuite de Myrcella, en tout cas dans ces circonstances-là. Quant à Tommen, j'avoue je comprends le suicide quand tu piges que ta mère psychotique vient de cramer tous les gens que t'appréciais un minimum dans ta vie. Donc avec ça, les Baratheons sont éradiqués. C'est vraiment triste que Shireen soit morte parce qu'elle avait avec elle toute la légitimité du Nord qui supportait Stannis avant elle, et que ça aurait pu créer des tensions sur l'idée de mettre une gamine sur le trône. Rip la complexité politique. Notre seul espoir de complexité serait Gendry, sauf qu'on l'a présenté comme loyal à Jon et un personnage bon de cœur, donc peu de chances qu'il se déclare soudain roi légitime des 7 couronnes, même si j'avoue, je trouve ça ultra classe, surtout qu'il aurait sûrement plus de support que Dany. Puis en plus sérieux, qui dirige les Stormlands dans l'absence des Baratheons depuis la saison 5 ? Qui ? Maintenant, les Bolton. Je n'ai strictement rien contre la bataille des bâtards, la cinématographie est hallucinante, même si je pense que ça manque un peu de tension vu que Jon a juste été ressuscité en début de saison et qu'on sait qu'il ne n'avait pas le tué une deuxième fois. Quoique, ça aurait été hilarant de voir tous les fans pleurer toutes les larmes de leur corps encore une fois. La fin de Ramsay tombe à point nommé. Comme vous le savez, je n'aimais pas trop le personnage charismatique et arrogant que les WD avaient créé pour la série. Je noterai juste qu'il aurait dû être encore plus dur à tuer, vu que dans l'épisode, toute sa garnison d'archers a malencontreusement péri dans un terrible accident de continuité. Là, ils sont là. Là, ils sont plus là. Parce que sinon, ils auraient pu largement continuer à tirer plein de flèches sur tous les chevaliers du Vale, sur Wun Wun le géant, et sur tout le monde. Mais bon, non. Là, ce qui me dérange, c'est le sort réservé à Roose, son papa et gardien du Nord. Passé le Red Wedding, la série télé ne rend absolument pas justice au personnage. Roose est patient, calculateur et grand stratège. Il connaît les limites de son bâtard, et jamais il n'en aurait fait son héritier légitime, sous aucune circonstance. Je veux dire, le gimmick de Ramsay, c'est de trahir les gens. En faire son héritier légitime, c'est demander de se faire poignarder dans le dos. Ou dans le ventre, hein, comme tu veux. Bref, une injustice faite à un personnage qui, je pense, aurait pu faire un bien meilleur bad guy que Ramsay, ou que ce truc-là. Parce que dans les bouquins et dans la série, merci Michael McElhatton, avec ton nom chelou, Roose pue le charisme et surtout il est ultra cruel et machiavélique, mais dans une façon beaucoup plus intelligente que son pauvre trou du cul de fils. Le mec est craint et respecté dans tout le Nord, et je suis vraiment triste qu'on n'ait pas vu plus du personnage. Enfin bon, avec ça on a 2 maisons complètement détruites jusqu'à la moelle. Mais oh, croyez-moi, le ménage est loin d'être fini. Déjà, on revient vers Dorne. J'en ai déjà parlé dans un acte d'une incohérence totale qui provient sans doute du trou du cul des showrunners, Ellaria Sand assassine Doran parce qu'il ne fait rien, ce qui est déjà un affront à son personnage, mais passons, et s'occupe aussi de son unique fils, Trystane, faisant officiellement s'arrêter la lignée Martell. Voilà. Comme ça. Donc pour venger la mort de ton mari, tu vas buter toute sa famille. Logique. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit plus haut, on ne voit jamais les armées dorniennes dans la série, donc ces meurtres ne servent strictement à rien. Mais voilà, encore une maison de moins, je devais juste dire ça, parce que j'ai pas envie de repartir sur une rente sur Dorne, il y en a déjà largement assez dans la première vidéo, mais voilà, ça commence à faire beaucoup vous dites ? Mais on n'a pas fini putain ! Vous vous souvenez quand je disais que King's Landing était un putain de bordel de personnages, de pouvoirs et de liens complexes ? La foi des 7, les Tyrell qui sont à la fois dans le conseil restreint par la présence de Mace et dans la royauté grâce à Margaery, mais quand même dans le viseur du grand moineau à cause de leur race. Et que dire des Lannister avec Cersei encerclée d'ennemis, Lancel en tant que fer de lance des religieux, Kevan qui fait de son mieux pour diriger le pays alors que Tommen est encore trop jeune pour piger qu'il se fait manipuler par ses plus proches alliés. Ah, je me demande comment les showrunners vont faire pour gérer tout ce casting de personnages pour la fin de l'histoire.
Très bien, alors putain, faisons la liste. Marjorie a plu, Loras a plu, Mace a plu, Kevin Alancel a plu, le Grand Mano a plu, les putains de 3/4 de la cour royale a plu, le Sept de Baelor, un des rois les plus appréciés de la dynastie Targaryen, a putain de plu. Outre le fait que ce lavage, il n'y a pas d'autre mot, est absolument brutal et en fait magnifiquement exécuté au niveau technique, on ne peut qu'admettre que c'est littéralement euthanasier la complexité politique qui était la colonne vertébrale de Game of Thrones. En une seule scène, on s'est débarrassé aux 3/4 d'une famille extrêmement importante dans Westeros, les Tyrell. Mais heureusement, il nous reste Olenna. Anything from you? No. Good. Let the grown women speak. Qui apportera sans doute une aide décisive à... Et putain, elle est morte! Classieusement, certes, mais elle est morte, merde! J'y reviendrai, ok, dans la 3ème partie, quand je parlerai de la saison 7. Mais putain! Elle a servi à rien! Et ça fait quoi, la 4ème maison qui disparaît entièrement? Putain, mais va pour le roster de personnages. Enfin et finalement, on a les frais. Bon, au niveau politique, les mecs sont déjà au même niveau de fils de puterie que les Bolton, et j'avoue, la mort de Walder est très satisfaisante à voir, mais... Vous trouvez pas que c'est vachement facile de buter tous les frères en une seule scène? Comme ça, cadeau? Moi je trouve ça un peu cheap. Surtout qu'on a strictement aucune info sur qui gère la région après. Jamie avait quitté les Riverlands juste l'épisode d'avant pour trouver King's Landing en ruine. Pour moi, c'est clairement une façon d'éliminer une maison entière, comme ça on a plus à s'en soucier, et puis « Hey, vous avez vu, on tue aussi les méchants, faites pas attention à nous !» Edmure Tully va-t-il récupérer le contrôle de son territoire familial maintenant que les frais sont exterminés? Benioff et Weiss en ont-ils vraiment quelque chose à foutre? Probablement pas. Mais hey, on est habitué maintenant, non? Mention spéciale aux Tarly qui sont fait roaster dans la saison 7, sans raison apparente. Ça montre comme le total à genre 6 maisons, dont 5 avaient un rôle politique proéminent au début de la série. Je veux dire... Damn! Les WD ne sont juste pas capables de gérer autant de personnages que Martin ne sait faire dans les bouquins, et encore moins dans le temps limité qu'ils se sont fixés. Et du coup, on a enchaîné les morts gratuites. Stannis, Roose, Doran, même Rickon d'ailleurs. Oh putain! Merde! Les Stark sont éteints! Merde, on est tellement habitué à voir Jon comme un Stark qu'on s'est même pas rendu compte qu'avec Rickon mort et Bran qui arrive pas à la lever, la maison est officiellement morte! Merde! Bon, c'est bien beau tout ça. Mais dis-moi, monsieur Venin, là tu viens juste de passer 10 minutes à énumérer des gens qui se font buter dans la série. Objectivement, on peut pas vraiment dire que ça la rend mauvaise, si? Eh bah si, Jean-Paul, on peut. Et je vais te dire pourquoi. Cette franchise fatigue qui pousse les showrunners à en finir le plus vite possible avec la série, et donc par conséquent à décimer le cast et trucider nombre de personnages, a plusieurs effets sur la qualité de la série. Premièrement, ça réduit la complexité politique. Logique, vous me direz, mais pour moi c'est un sacrilège. J'ai toujours considéré et même décrit la série à mes amis qui n'avaient pas encore vu comme un drama politique dans une époque médiévale, avec un tantinet de magie pour garder les choses intéressantes. Et putain que c'était bon. Mais avec des maisons qui tombent décimées les unes après les autres, bah mathématiquement on se retrouve avec de moins en moins de motivations différentes, moins de clans, moins de partis, on commence à mettre des personnages dans des cases qui en plus de ça commencent vachement à ressembler à méchants et gentils, écrits en grandes lettres capitales blanches sur noir. Et ça directement, ça me fait perdre de l'intérêt. De 1, parce qu'il y a beaucoup moins d'interactions intéressantes entre des personnages dangereux et intelligents, et de 2, parce que même quand il y en a, elles sont de très moyenne qualité. Mais j'en parlerai dans la saison 3, hein. Varys et Littlefinger, que vos points de QI reposent en paix. Et de 3, parce que même quand on revoit de la politique pointer le bout de son nez, elle ne fait aucun sens. Exemple, s'il vous plaît. Dans la saison 7, King's Landing, ça ressemble à ça. Alors qu'en vrai, ça devrait ressembler à ça. Vous me croyez pas? Alors écoutez-moi 5 secondes.
Cersei Lannister, une des meufs les plus détestées du royaume après qu'on ait découvert ses multiples facéties, et qui a, quelques mois plus tôt, été humiliée publiquement à poil devant toute la populace de la ville, est soudainement propulsée reine par un bullshit total des lois d'héritage, qui ne sont d'ailleurs jamais expliquées, de peur que les spectateurs se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas, vu que la reine-mère n'a pas le droit d'hériter du trône de Westeros, uniquement les héritiers mâles, ce qui pousserait normalement ce qui reste de la cour royale à chercher un cousin éloigné de Robert. Et grâce à quoi ? Grâce à la mort du couple royal, sans doute le plus aimé depuis le couple Rhaegar-Elia, et principalement la mort de Margaery, la reine qui passait son temps dans les rues sales à parler avec la populace crasseuse que Cersei déteste et rabaisse. En plus de ça, le sceptre de Baelor, représentant un des meilleurs rois de la dynastie Targaryen, vient de péter dans une boule de feu verte, étrangement la même chose qui a sauvé la ville face à l'invasion de Stannis, et qui par la même occasion éradique la foi des sept, les gens qui ont humilié Cersei. Je commence à voir un petit complot là. Rajoutez la mort de Tommen, nous on sait que c'est un suicide, mais aux yeux de la population vous pensez que ça ressemble à quoi ? Il meurt et soudain Cersei est reine ? Mais même le plus teubé des consanguins de King's Landing crierait au complot. Jamais une telle chose n'aurait été faite dans Westeros. Une femme, reine des 7 couronnes, et une Lannister en plus, la fille du gars qui a saccagé la ville il y a 17 ans. Non mais puis quoi encore ? La ville devrait être en train de s'écrouler, de brûler sous les révoltes, voyons. Un peu de bon sens, peu importe que la montagne soit son service. Elle a cramé les 3/4 de la garde royale en plus, cette conne. Parce que ouais, Margaery devait bien être accompagnée de 3 gardes, non ? C'est la reine quand même. Mais vous voyez, on a tout fait péter pour simplifier et accélérer les choses. Donc on va pas commencer à foutre des révoltes sur la gueule de Cersei, mais non, ça serait beaucoup trop chiant à faire et ça créerait un minimum de nuances. Non mais sérieux, putain, dans la série, les mecs de King's Landing on dirait des putains de moutons, bordel de merde. Autre exemple, la politique dans le Nord. Celle-là, on en voit que des mini-bouts censés mettre la tension en mode « Oh mon dieu, Jon part au sud parce qu'on lui a envoyé une lettre, il va perdre le soutien des lords du Nord !» Attends, quoi ? Non mais... il y a un Stark à Winterfell maintenant, non ? Enfin, Jon Snow, certes, mais c'est le censé... Les gens sont pas au courant qu'il est pas le fils de Eddard Stark. Il y a plus d'ennemis dans le Nord, et que c'était le roi de la nuit, mais personne va préférer devenir un zombie au fait d'avoir Jon comme roi, si ? C'est quoi cette espèce de tension débile ? Pourquoi Jon perdrait des hommes et des lords ? En plus au départ, il dit bien qu'il part pour faire une alliance, non ? Glover has 500 men, Royce has 2,000. Offend them, and Jon loses his army. Tout ce bordel servait à créer de la tension là avec Sansa, jusqu'à lui faire avoir la même putain de coupe de cheveux que Cersei en saison 2, juste pour accentuer les parallèles. Je suis sûr qu'en saison 8 on va avoir un peu de politique, parce que les mecs du Nord seront pas d'accord avec le fait de se soumettre à une Targaryen une nouvelle fois. Et cette fois, ça sera logique, ça aura du sens. Mais putain que ça m'énervera quand même, juste à cause de la romance Jon-Dany, qui ne fait aucun sens. Mais bon, ça j'en reparlerai en partie 3, encore une fois. Alors deuxièmement, le manque de temps et la simplification des enjeux de la série la transforment en cliché de fantasy cinématographique. La chaîne Wisecrack en a parlé dans sa vidéo sur la saison 7, ayant l'argument que les fans trouvaient la série différente cette saison en raison de ces codes de la fantasy qui ont fini par être utilisés au lieu de retourner. Au début, Game of Thrones s'est créé une réputation, une image et une forme en brisant les carcans de la fantasy, en proposant un monde cruel mais réaliste, un monde où les actions ont des conséquences fortes et durables. L'exécution de Ned Stark et le Red Wedding en ont fait une série culte qui osait prendre des risques, retournait les codes et montrait que la série avait une originalité. Sauf que ces risques, la série la prenait directement des bouquins. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, la série propose certes un monde cruel, mais un monde cruel parce que les méchants sont très très méchants. N'est-ce pas, Cersei ? Ce dernier argument se superpose un peu avec la troisième vidéo, je pense, et fait une bonne conclusion et une bonne transition. Les showrunners ne prennent plus de risques dans la subversion de nos attentes. Jon revit dans son corps sans problème. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens de la garde de la nuit ne l'ont-ils pas brûlé alors qu'ils savent que les morts reviennent à la vie ? Et pourquoi son cadavre n'est-il donc pas devenu un White ? Ramsay meurt sans aucune perte grave, à part Woon le géant, désolé, you will never be forgotten, you will forever be in our hearts, Oh là là, mon accent dégueulasse. Cersei n'a aucun problème à gérer King's Landing, comme dit plus haut. On passe sous silence le fait que l'armée dornienne n'existe pas en se focalisant encore sur les Sand Snakes. Et surtout, on tombe dans les clichés dégueulasses de la fantasy,
les Deus Ex Machina à tout va, les gens qui vont mourir mais qui en fait vont bien, les grands gentils contre les grands méchants, et putain, les héros intuables de bordel de cul de putain de merde. Mais cet épisode 6 Oh, cet épisode 6 de putain de nique ta mère, la pute, la salope de tes morts, quoi. Oh la vache. Oh, mais je crois que je ferai une partie tout entière sur cet épisode de merde. Hein. Cette infâme chier qu'on nous a donné. Mais je la ferai dans la partie 3. Parce que il faut que ma tension redescende d'un cran, là. Oh, putain. Oh, je me sens pas bien. Dans la prochaine partie, on va parler de tout ce qui va pas bien dans la saison 7. Avec une sous-partie donc dédiée à l'épisode 6, Beyond the Wall. Et la vidéo va être longue, putain. J'ai tellement de choses à détruire dans cette saison. Et je pense que je conclurai cet instant venin avec une petite digression sur comment on aurait pu rendre la saison 7 meilleure. Segment dont j'aurais pris beaucoup d'inspiration venant d'un autre youtubeur dont je linkerai la vidéo. Mais bon, pour moi, il est maintenant grand temps que je prenne des vacances, et je vous retrouve dans Dieu seul sait combien de temps. C'était Monsieur Venin, et à la prochaine.